Bonjour et bienvenue dans cette leçon sur l'arithmétique pour le programme du baccalauréat. Je suis Mohamed Kadem Karé. Le PDF de cette leçon est disponible sur le site web que j'indique ici et qui sera également indiqué sous la vidéo YouTube. Alors, le plan de la leçon sera d'abord d'introduire la notion de visibilité et les notions importantes qui sont reliées à la divisibilité dans Z. Ensuite, on va parler du plus grand commun diviseur et un théorème associé à cette notion de PGCD. Et à la fin, on va parler des nombres premiers entre eux et quelques théorèmes et propriétés importantes reliées au fait que des nombres sont premiers entre eux. Alors, commençons par définir la notion de divisibilité. Donc, soit A et B, deux entiers relatifs. S'il existe K tel que B égale K fois A, alors on dit que A divise B, ou A est un diviseur de B. On dit également que B est multiple de A. Et on note cela sous cette forme-là. A divise, ce signe-là, ça veut dire divise B. Voici un exemple, 5 divise 15, parce que 15 c'est 5 fois 3. 14 est multiple de 7, parce que 14 est égal à 7 fois 2. Autre propriété, tout entier relatif A divise 0. En effet, 0 c'est 0 fois A. Et donc 0 est un multiple de A, et donc A divise 0. Dernière propriété, 1 et moins 1 divise tout entier B. En effet, B égale B fois 1, ce qui montre que 1 divise B. On peut aussi l'écrire moins B fois moins 1, ce qui montre que moins 1 divise B. Alors voici quelques propriétés de la notion de divisibilité. La première propriété, c'est que si A divise B, alors A divise M fois B, pour tout entier relatif M. C'est facile à voir, hein. Si B est multiple de A, alors M fois B est multiple de A. Deuxième propriété, si A divise B et B divise C, alors A divise C. Comme si ce B-là, entre les deux, il a joué d'intermédiaire, mais il nous permet d'assurer que A divise C. Ça s'appelle la transitivité. Troisième propriété, si A divise B et A divise C, alors A divise toute combinaison linéaire de B et C. Autre propriété, si A divise B et B est non nul, alors valeur absolue de A est plus petit que valeur absolue de B. Donc comme A divise B, il est censé être plus petit que B, hein, ça se comprend. La seule précaution, c'est qu'il faut que B est différent de 0 pour que ça soit vrai. Hein. Dernière propriété, si A divise B et B divise A, alors soit A égale B, soit A égale moins B. Voici donc les propriétés élémentaires de la divisibilité. Alors maintenant, on va définir la notion de division euclidienne. Prenons B un entier relatif, donc il peut être positif ou négatif, et A un entier naturel non nul. L'étoile ici, ça veut dire non nul. Alors il existe un couple unique, Q et R, d'entiers relatifs, tel que B se décompose sous la forme Q fois A plus R, et R est compris entre 0 et A. Une telle écriture s'appelle division euclidienne de B par A. Q est appelé le quotient, R s'appelle le reste de la division, et B s'appelle le dividende, et A, on l'appelle le diviseur de la division euclidienne. Alors, si A divise B, cas particulier, alors le reste de la division euclidienne est nul, hein, puisque B est multiple de A, B égale Q fois A, et le reste est nul. Voici un deuxième exemple, et j'en profite pour vous montrer comment finalement trouver Q et R. On a appris depuis tout jeune à poser une division, donc on fait 17 là par exemple, divisé par 5. Ben, on sait que le résultat c'est 3, 3 fois 5 ça fait 15.
je fais la différence, le reste c'est 2, et j'obtiens, en posant ma division, le quotient ici, dans cette partie-là, et le reste de ce côté-là. Autre exemple, moins 17, lui, je peux l'écrire sous la forme moins 4 fois 5 plus 3, c'est-à-dire moins 20 plus 3, on voit bien, hein, moins 20 plus 3, ça fait 17. Et comme le 3, il est compris entre 0 et 5, c'est bien le reste de la division de moins 17 par 5. Alors notez que quand je passe de là à là, c'est pas simplement je multiplie par moins, parce que si je multiplie par un signe moins, je vais avoir moins 2. Moins 2 est négatif, c'est pas un reste. Donc il faut corriger un petit peu pour trouver de vrais restes. C'est ce que je vais vous expliquer un peu plus tard. D'accord, donc voilà la notion de division euclidienne et quelques exemples qui illustrent cette notion importante du bac. Alors voici quelques propriétés. Prenons B un entier relatif et A un entier naturellement nul. Les restes possibles de la division euclidienne de B par A sont soit 0, soit 1, soit A moins 1. Et donc B s'écrit sous l'une des formes suivantes, soit c'est un multiple de A, soit c'est Q fois A plus 1, etc. Soit c'est Q fois A plus A moins 1. Voici quelques exemples. Si je prends A égale 2, alors B s'écrit sous l'une des formes suivantes, soit c'est un multiple de 2, soit c'est un multiple de 2 plus 1. Et on retrouve la notion de parité, c'est-à-dire B est soit pair, soit impair. Si je prends A égale 3, alors B s'écrit sous l'une des formes suivantes, soit 3 fois Q, ou alors 3 fois Q plus 1, ou alors 3 fois Q plus 2. Et c'est toutes les formes possibles de B. Alors voilà, ici je vais traiter le cas d'un dividende négatif pour que ça soit un peu plus clair pour vous. Il y a beaucoup d'élèves qui ont du mal avec cette partie-là, donc je vais essayer d'être le plus clair possible. Donc on a dit, si B est positif, on pose la division habituelle hein, pour trouver le quotient et le reste. Hein, comme tout à l'heure quand j'ai fait 17 divisé par 5, et j'avais obtenu le résultat 3. Après j'ai multiplié, je fais la différence, et le reste c'est 2. Et ça me donne immédiatement le quotient de la division et le reste. Alors si B est négatif, il faut procéder de la manière suivante. On commence par faire la division euclidienne de moins B qui lui il est positif par A. On trouve les quotients Q0 et R0 de cette division euclidienne. Alors si par chance R0 est égal à 0, c'est facile, il suffit de multiplier par moins 1 cette égalité, on obtient B égale moins Q0 fois A. Et donc ça, c'est le quotient de la division de B par A, et le reste est égal à 0 dans ce cas-là. Par contre, si R0 est différent de 0, il faut travailler un petit peu. On commence par multiplier cette égalité par moins 1, ce qui donne B égale moins Q0A moins R0. Mais ce moins R0 est négatif, il ne nous arrange pas. Alors on va tricher un petit peu en quelque sorte. En maths, on a le droit, par exemple, là, de rajouter A à condition de le retrancher tout de suite. Donc c'est ce que je fais ici, je rajoute A au reste et je le retrans par le biais de ce terme-là que je rajoute au quotient. Et on voit bien, hein, si on développe, là on obtient moins A plus A qui est 0. Et donc par ce biais-là, je trouve maintenant que la division de B par A a le reste qui est égal à A moins R0, qui lui il est très bien puisqu'il est compris entre 0 et A, donc c'est le reste de la division euclidienne, et le quotient c'est ce terme-là, moins Q0 plus 1. Bien sûr qu'il ne faut pas retenir les formules, il faut refaire cette procédure à chaque fois que vous avez à faire une division d'un nombre négatif par un certain entier non nul. On définit maintenant la notion de nombre premier. On dit qu'un entier naturel n est un nombre premier s'il a exactement deux diviseurs. Un, qui est toujours diviseur, hein, et lui-même, et rien d'autre. Voici quelques exemples. 2, 3, 5, 7 sont bien des nombres premiers. 6 n'est pas premier car il a 4 diviseurs qui sont 1, 2, 3 et 6. Mais 1 non plus n'est pas premier car il a un seul diviseur. Et moi j'ai besoin d'avoir deux diviseurs pour parler d'un nombre premier. Propriété intéressante, il y a une infinité de nombres premiers.
C'est-à-dire la liste que j'ai commencé ici, 2, 3, 5, 7. En fait, si je continue, ça ne s'arrête jamais. On va énoncer maintenant une propriété qui s'appelle décomposition en facteurs premiers. On prend un entier naturel non nul. Alors, il existe une décomposition unique de n sous la forme qu'on donne ici. P1 à la puissance K1, P2 à la puissance K2 fois Pj à la puissance Kj, où P1, P2, Pj sont des nombres premiers qu'on a décidé de classer dans l'ordre croissant, et K1, K2, Kj sont des entiers non nuls. Cette décomposition-là s'appelle décomposition de n en facteurs premiers. Voici quelques exemples. 8 s'écrit sous la forme 2 à la puissance 3. 12 s'écrit sous la forme 2 au carré fois 3. 100 s'écrit sous la forme 2 au carré fois 5 au carré, puisque c'est 4 fois 25. Propriété intéressante, tout produit de certains facteurs de la décomposition qui est donné ici est diviseur de n. Par exemple, P1 fois P2 divise n, clairement. Alors comment on fait concrètement pour décomposer un nombre en ses facteurs premiers? On commence par trouver un diviseur. Ensuite, on effectue la division. Et enfin, on cherche un diviseur de chaque terme. Donc ça, c'est 3 étapes qu'on fait. Et après, on réitère à chaque fois, pour chaque terme, on cherche un diviseur, on divise, etc. au fur et à mesure, jusqu'à arriver à des nombres premiers. Et c'est ce qui va permettre de décomposer notre nombre en facteurs premiers. On définit maintenant la notion de congruence, une notion importante. Soit A et B deux entiers relatifs et n entier non nul. On dit que A est congru à B modulo n si B moins A est multiple de n. Ça se note de la manière suivante. A avec une triple égalité B, mod n, ça veut dire modulo n. Qui se note aussi parfois crochet, enfin n entre crochets pour dire modulo n. Alors voici quelques exemples. 17 est congru à 2 modulo 5. En effet, 17 moins 2, si je fais 17 moins 2, ben, j'obtiens 15. 15, c'est 5 fois 3. Donc c'est bien un multiple de 5. Et donc 17 est congru à 2 modulo 5. De la même manière, 23 moins 3, ça fait 20, qui est multiple de 4. Et donc 23 est congru à 3 modulo 4. Donc voici cette notion de modulo, enfin de congruence, modulo un entier. On va relier maintenant cette notion à la notion de division euclidienne. Soit A et B deux entiers relatifs et n un entier non nul. A est congru à B modulo n si et seulement si A et B ont le même reste dans la division euclidienne par n. Ça caractérise en quelque sorte la congruence en disant qu'il il suffit que le reste de la division euclidienne de A et de B par n soit le même. Une proposition maintenant, soit B un entier relatif et n un entier non nul, alors il existe un unique entier R entre 0 et n-1, tel que B est congru à R modulo n. Et ce R, en fait, ce n'est autre que le reste de la division euclidienne de B par n. Donc finalement, si j'ai un entier quelconque B, je fais la division euclidienne par n, je trouve le reste, et j'ai que le B est congru au reste modulo n. Et c'est très clair pourquoi, parce que par définition de la division euclidienne, B égale Q fois n plus R, ce qui va entraîner que la différence B moins R est égale au quotient Q fois n, donc c'est un multiple de n, et donc B est congru au reste R modulo n. Alors, un exemple, tous les nombres pairs ils sont congrus à 0 modulo 2, et les nombres impairs, eux, c'est-à-dire 2k plus 1,
Ils sont congrus à 1 modulo 2. On va donner quelques propriétés de la congruence ici, soit des entiers relatifs, hein, A, B, C, D, et n un entier non nul. Si A est congru à B modulo n, et C est congru à D modulo n, alors on peut rajouter terme à terme. A plus C est congru à B plus D modulo n. Mais on peut aussi multiplier terme à terme. A fois C est congru à B fois D modulo n. En particulier, si A est congru à B modulo n, alors A à la puissance P est congru à B puissance P modulo n pour tout entier P. Propriété utile dans pas mal d'exercices. On arrive maintenant à la section sur le plus grand commun diviseur de deux nombres. Alors, ça se définit de la manière suivante. Soit A et B, deux entiers non nuls, un naturel non nul. L'ensemble des diviseurs communs de A et B est défini comme étant l'ensemble de tous les entiers qui divisent à la fois A et B. Comme leur nom l'indique, on appelle ça diviseur commun de A et B. Et bien, le plus grand commun diviseur de A et B connote PGCD de AB, c'est une abréviation de plus grand commun diviseur, et le plus grand élément de l'ensemble des diviseurs communs de A et B. On va illustrer ça à travers un exemple pour que ça soit plus concret. La liste des diviseurs de 12 est donnée ici, c'est 1, 2, 4, 3, 6 et 12. Les diviseurs de 18, eux, ils sont listés là. On voit que l'ensemble des diviseurs communs de 12 et 18, c'est 1, 2, 3, 6, et le plus grand est égal à 6. Et donc, le plus grand commun diviseur de 12 et 18 est égal à 6. Voici quelques propriétés du PGCD. Première propriété, PGCD de A et B, c'est la même chose que PGCD de B et A. Ensuite, le plus grand commun diviseur entre A et 1, c'est 1. Le PGCD de A et A, c'est A lui-même. Ensuite, si A divise B, alors le PGCD de A et B, ben c'est A, puisque A divise B. Et enfin, si K est un entier non nul, alors le PGCD de K fois A et K fois B est égal à K fois le PGCD de A et B. Ça veut dire que je peux sortir, hein, quand il y a un facteur commun ici, je peux le sortir et ça devient K fois le PGCD de A et B. On va relier maintenant le PGCD avec la division euclidienne à travers ce beau résultat qui est le lemme d'Euclide. Il dit la chose suivante: si je prends finalement A, B, Q et R tel que B égale Q fois A plus R, alors le PGCD de B et de A est égal au PGCD de A et de R. C'est ça le lemme d'Euclide. Et donc ça implique que pour calculer le PGCD de A et B, l'entier B peut être remplacé par le reste de sa division euclidienne par A. Puisque si ça c'est une division euclidienne, je peux remplacer, on voit bien, hein, le B ici, il est remplacé par le reste de sa division par A. Et c'est ça qu'on va retenir et qu'on va utiliser par la suite. Hein. Voici un exemple, je peux écrire 18 comme étant 1 fois 12 plus 6. Et donc le PGCD de 12 et 18, c'est le PGCD de 12, et je remplace 18 par le reste, c'est-à-dire 6. PGCD de 12 est 6. Mais 6 divise 12, donc ce PGCD est égal à 6. Voilà comment on peut calculer le PGCD de 12 et 18 en utilisant cette belle propriété. Ceci amène au théorème et à l'algorithme d'Euclide qu'on va présenter maintenant, soit A et B, deux entiers non nuls. L'algorithme d'Euclide, il consiste à effectuer des divisions euclidiennes successives. Alors, comment on fait? On commence par diviser B par A, ça c'est la première étape. Ensuite, on remplace B par le reste, et donc on divise A par
le premier reste R0. Ben, l'opération suivante est analogue. On remplace finalement A par ce R0 là, et le R1, on le met ici. Donc vous voyez comment on fait les divisions successives, et à chaque fois, on remplace un nombre par le reste de la division précédente. Et ainsi de suite, jusqu'à arriver au final à une division, on va dire, d'ordre n-2, puis à la fin, une division où le reste sera nul. En faisant ces opérations successivement, le théorème d'Euclide nous dit que le PGCD entre A et B est forcément égal au dernier reste non nul, c'est-à-dire celui-là. Donc on continue les opérations jusqu'à trouver 0, et après pour trouver le PGCD, on prend l'étape finalement juste précédente à la dernière étape, c'est le dernier reste non nul qui est le PGCD entre A et B. Donc cet algorithme-là qui consiste à faire les divisions euclidiennes successives s'appelle algorithme d'Euclide. Et le résultat qui dit que le PGCD de A et B, c'est le dernier reste non nul, ça s'appelle le théorème d'Euclide. Maintenant, on va exposer la partie nombre premier entre E. Alors ça se définit de la manière suivante. Soit A et B, deux entiers non nuls. On dit que A et B sont premiers entre eux si et seulement si le PGCD entre A et B est égal à 1. Autrement dit, deux entiers sont premiers entre eux s'ils n'ont pas de diviseur commun autre que 1. Exemple, 12 et 25 sont premiers entre eux. 12 et 18 ne sont pas premiers entre eux. Parce que, par exemple, 2 est un diviseur commun. Alors que 12 et 15, il n'y a pas d'autre diviseur commun entre ces deux nombres-là, mis à part 1. Proposition, soit A et B deux entiers non nuls, et D leur PGCD, alors si je divise A par D et B par D, j'obtiens que le PGCD de A sur D et B sur D est égal à 1. C'est-à-dire que A sur D et B sur D sont premiers entre eux. Donc si je divise des nombres par leur PGCD, j'obtiens des nombres qui sont premiers entre eux. On énonce maintenant l'identité de Bézout. Elle nous dit la chose suivante, soit A et B deux entiers non nuls, et D leur PGCD, alors il existe deux entiers relatifs U et V, tels que U fois A plus V fois B est égal à D, le PGCD. D'accord ? Ça, c'est l'identité de Bézout. Si je prends le PGCD de deux nombres, alors je peux le décomposer sous la forme un nombre U fois A plus un nombre V fois B. Voici un exemple. On sait que la PGCD de 12 et 18, c'est 6. Et on a en effet 1 fois 18 moins 1 fois 12 est égal à 6. Donc dans ce cas-là, le U est égal à 1 et le V est égal à moins 1. Un théorème un peu plus fort, ça s'appelle le théorème de Bézout cette fois-ci. Il nous dit que si deux nombres A et B sont premiers entre eux, cette fois-ci, si et seulement si. C'est pas que ça implique, mais c'est aussi, c'est pas que c'est dans un sens, mais dans les deux sens. Si et seulement si, il existe U et V tel que U fois A plus V fois B est égal à 1. Donc ça caractérise le fait que deux nombres sont premiers entre eux, l'existence de ces entiers U et V, tels que la combinaison linéaire d'A et B avec les coefficients U et V donne 1. Corollaire de ce théorème de Bézout, soit A et B, c'est deux entiers non nuls, alors l'équation AX plus BY égale C d'inconnu XY entier relatif admet des solutions si et seulement si C est un multiple du PGCD de A et B. Donc ça nous donne une condition nécessaire et suffisante pour qu'une telle équation admette une solution, enfin des solutions sous forme XY dans Z. Un autre théorème utile, le théorème de Gauss, il s'énonce de la manière suivante, soit B et C
des entiers non nuls, si A divise BC et que le PGCD entre A et B est égal à 1, alors forcément A divise C. Parce que bon, comme il divise BC et il n'a aucun diviseur commun avec B, c'est qu'il divise C tout seul. Une proposition nous dit la chose suivante: si A divise C et B divise C, et que le PGCD entre A et B est égal à 1, c'est-à-dire que ces deux nombres sont premiers entre eux, alors leur produit A fois B, cette fois-ci, divise C. Donc chacun individuellement divise C, et ils sont premiers entre eux, alors leur produit divise C.